Monsieur Samuel Pierre, d'abord, est un scientifique. Il est professeur, il a son doctorat et il a publié beaucoup. Il a même fondé une revue. Alors, c'est un homme scientifique, mais c'est aussi un homme d'action. C'est pas toujours facile de mélanger ces deux choses-là. Alors, c'est un homme d'action où il s'implique dans son milieu pour essayer de susciter des initiatives nouvelles de développement, notamment un pôle d'innovation, sûrement c'est important, dans le nord d'Haïti. Oui, Cap-Haïtien, oui. Cap-Haïtien. Alors, il travaille beaucoup à cela, fonder ce pôle-là. C'est un expert de réputation mondiale, il est intervenu à différents endroits. Il est souvent au Québec, évidemment, il est professeur ici au Québec. Alors, des publications, il y en a beaucoup. Alors, on est très honorés de l'avoir parmi nous ce matin pour nous soumettre quelques idées fortes à notre réflexion que nous faisons sur les milieux innovateurs et la planification des milieux innovateurs. Nous avons la personne tout appropriée pour nous aider à mieux comprendre ce phénomène très contemporain qui est l'innovation du territoire et puis l'organisation de tout ça possible. Merci beaucoup, M. Pou. J'ai eu le privilège d'assister disons, à la dernière demi-heure de présentation du professeur Pou et j'étais très content de l'avoir fait parce que ça m'a permis de me réconcilier avec la théorie qui est en amont de ce que je fais, de ce que mon groupe fait comme travail en matière d'innovation. Alors, comme M. Pou l'a dit, je suis un chercheur, un scientifique, professeur à la Polytechnique de Montréal, et ce que je fais comme travail de recherche, je suis un spécialiste de la gestion de mobilité dans les réseaux. Donc, je fais de l'innovation, de la recherche scientifique et de l'innovation. Et curieusement, mon intérêt pour l'innovation s'est transféré jusqu'à mon fils. Mon fils, il est en train de compléter son doctorat à Polytechnique aussi en gestion de l'innovation. Donc, on baigne dans l'innovation. Alors, d'abord, merci à M. Pou de la présentation sympathique que vous avez faite du conférencier que je suis et surtout pour la belle présentation dont j'ai eu l'avantage d'assister à une partie. Et je profite également pour remercier le Centre de la francophonie des Amériques, en particulier Mme Roussel qui est au fond de la salle, qui a interagi avec moi pour répéter un mot de M. Pou, interaction. Alors Mme Roussel m'a convaincu de venir à Chicoutimi pour participer à l'événement et ça me fait énormément plaisir d'être avec vous. Alors merci aussi à vous, assez nombreux, très nombreux même, pour participer, disons, à cette conférence. La Cité du Savoir en Haïti, un milieu innovant. Alors de quoi je vais vous parler? D'abord l'ISTEA en bref. C'est un sigle, l'ISTEA, qui veut dire Institut des sciences, des technologies et des études avancées d'Haïti. Le concept de pôle d'innovation. Donc c'est quoi un pôle d'innovation? La planification territoriale du PIGRAN. Le PIGRAN, c'est pôle d'innovation du Grand Nord. Une cité du savoir en 4 secteurs, la localisation de la cité du savoir, le plan d'aménagement de la cité du savoir. Maintenant, pourquoi on le fait? On le fait pour des raisons très concrètes. Par-delà la théorie, par-delà les belles idées, il y a une utopie qui est derrière ça. Et l'utopie, c'est de réduire la pauvreté. Et la pauvreté, il y en a, des fois ça s'étend à tout un pays, mais des fois, et même trop souvent, beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, eh bien, ça s'incruste également dans les sociétés riches. Donc, de sorte que l'intérêt n'est pas seulement pour les pays les plus pauvres, mais également pour les pays riches qui ne savent pas comment sortir de la pauvreté des poches de citoyens qui sont pris avec. Donc, ils sont pris dans une trappe de pauvreté, ils ne savent pas comment s'en sortir. Donc, la réflexion intéresse un peu tout le monde. Ensuite, nous avons les avantages de PIGRAN pour les parties prenantes, parce qu'il y en a plusieurs. Et j'en fais une synthèse. Et je vais terminer avec un état d'avancement des travaux et la conclusion. Le tout assorti d'une petite vidéo qui va montrer un peu, qui va illustrer la vision pour respecter le vocabulaire de M. Pou, la vision globale. Voilà. D'abord, d'où est venu tout cela?
Je vous rappelle qu'il y avait un tremblement de terre en Haïti en janvier 2010, c'était le 12 janvier 2010. Et le soir même du tremblement de terre, il y avait un éditorialiste de la presse qui est devenu sénateur. Et maintenant, je pense que c'est André Pratt. André Pratt m'a envoyé un petit message vers 10 heures du soir, lui disant: Monsieur Pierre, nous avons collaboré par le passé, il vient de se produire un tremblement de terre en Haïti. Est-ce que vous pouvez me produire un texte de réflexion sur ce qui s'est passé? Alors je lui ai dit: vous le voulez pour quand? Pour demain. Pour demain. Alors le seul choix que j'avais, c'était de négocier l'heure du demain. Alors j'ai pu négocier pour fournir le texte à 14 heures. Et donc j'ai dû passer la nuit à rédiger un petit texte qui s'intitulait Plus jamais comme avant. Alors plus jamais comme avant, ce que je disais essentiellement, il s'est produit quelque chose d'horrible en Haïti, avec plus que 250 000 personnes qui ont perdu leur vie, plus de 300 000 dont les maisons ont été détruites, etc. Donc une fois qu'on aura traité ces personnes mortes, une fois qu'on aura traité ces personnes blessées physiquement et mentalement, il faudrait qu'on revienne à une tâche plus urgente, plus fondamentale, plus durable, qui est celle de la reconstruction d'une société. D'abord, il faut noter que le tremblement de terre qui a eu lieu en 2010, qui a causé autant de dégâts, oui, c'est la nature, mais ce n'est pas seulement la nature. Parce que, à peu près dans le même temps, c'était au Chili, il y avait un tremblement de terre de la même amplitude et qui n'a pas causé autant de dégâts. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'il y avait un déficit de gouvernance et surtout un déficit de savoir. Tout à l'heure, et M. Pou a parlé des règlements. Les règlements, c'est une chose de les formuler, mais c'est une autre chose de les faire respecter. Donc, quand on dit de ne pas construire dans un endroit parce que c'est dangereux, il faut qu'il y ait une force publique capable d'amener les gens à respecter le règlement qui interdit de construire dans la zone. Donc, c'est ce que j'appelle le déficit de gouvernance. Mais il y a aussi le déficit de savoir comment on construit. Parce que au Japon, il y a des tremblements de terre régulièrement. C'est la même chose en Californie. Et pourtant, les édifices résistent. Ça ne crée pas autant de dégâts humains. Donc, c'est un déficit de savoir. Donc, d'où l'idée de construire, de mettre au point ce groupe de réflexion et d'action pour une Haïti nouvelle qui a vu le jour le 20 janvier 2010, 8 jours après le tremblement de terre, à l'école polytechnique de Montréal. On a réuni une vingtaine de personnes. Et ces personnes-là, en fait, nous nous sommes dit, en toute humilité, que devant cette catastrophe d'une grande ampleur, personne d'entre nous n'avait de solution. Donc, l'humilité oblige qu'on se mette ensemble pour réfléchir d'abord et pour essayer de trouver des solutions qui préviennent ce genre de catastrophe. Et c'est ainsi qu'est né le GRAN, le groupe de réflexion et d'action pour une Haïti nouvelle, et qui est devenu quelques mois après GRAN Monde, avec une branche, la première branche au Canada, bien sûr, GRAN Canada, ensuite GRAN France, GRAN États-Unis, GRAN Suisse et GRAN Haïti. Mais c'est un mouvement citoyen, où on s'est mobilisé en tant que citoyen en se disant, le pari qu'on a fait et qui était très bien exprimé dans le texte publié dans la presse, à la demande d'André Pratt, c'est de dire que une fois qu'on aura traité nos morts, les personnes qui sont touchées, il faudra revenir à cette tâche plus fondamentale de reconstruire la société sur des bases plus solides, sur l'éducation, sur le culte du bien commun, sur la justice sociale et aussi le culte de l'environnement. Donc c'est à ça les principes. C'était notre utopie, de construire une nouvelle société haïtienne fondée sur ces valeurs. Et pour le faire, eh bien, ce que j'avais proposé comme stratégie, c'était de trouver la bonne manière de faire travailler ensemble les Haïtiens qui sont à l'étranger, qui sont dans la diaspora, un peu partout dans le monde, et les Haïtiens qui sont restés au pays.
Alors si on arrivait à faire travailler ces deux groupes ensemble, ça pourrait être une porte de sortie, avec des expériences qui sont diverses, acquises dans plusieurs pays. Et si on se met ensemble avec les gens qui sont restés au pays et qui connaissent très bien ces problèmes-là, eh bien, il y a des chances, dans cette concertation-là, de pouvoir sortir disons, de la situation difficile. Voilà encore une autre utopie. Mais je vous dirai tout de suite que l'humanité fonctionne à partir d'utopie. La plupart des grands principes que l'on connaît, qui nous guident, reposent sur des utopies. Si on prend l'égalité des personnes, l'égalité homme-femme, l'égalité des personnes indépendamment de leur race, c'est des utopies. Dans la pratique, on essaie d'y parvenir. Ça reste un idéal à atteindre. Et pourtant, ça guide beaucoup d'actions. Même si dans la réalité, on peut observer que cette égalité n'est pas tout à fait parfaite, mais on peut l'évoquer comme principe pour éviter des dérives. Et c'est ça le but des utopies. C'est de tracer la voie. C'est d'établir la référence. Alors voilà pour GradMonde qui existe depuis 2010 et qui aujourd'hui, nous avons 300 membres réguliers répartis à travers 7-8 pays du monde et nous avons plus d'1 millier de sympathisants. Maintenant, comme on est un groupe de réflexion et d'action, donc vous comprendrez que pour bien réfléchir, il faut être bien éduqué. Et la première action d'envergure que nous avons faite, c'est d'entreprendre de créer un institut des sciences, des technologies et des études avancées d'Haïti, qui s'appelle l'ISTEA, avec comme objectif de former 1000 scientifiques en 10 ans pour Haïti. Alors d'où vient le chiffre de 1000 ? Aujourd'hui, en Haïti, nous avons une population de 10,5 millions d'habitants. Au Québec, on en a 8,21 millions. Au Québec, eh bien, il y a plus de 10 000 professeurs d'université qui sont des profs à temps plein, dont plus de 95-98% détiennent des doctorats. En Haïti, pour une population de 10 millions et demi, donc plus grande que la population du Québec, eh bien, nous avons à peu près 1000 professeurs. Et pour ces 1000-là, il y en a à peu près 15, grand maximum 20% qui détiennent un doctorat. Au Québec, le doctorat, c'est un minimum pour être prof à l'université. Ce n'est pas tous les docteurs qui enseignent à l'université. Alors, M. Pou, vous êtes là pour m'appuyer. Donc, c'est une sélection. Il y en a 20 docteurs qui se présentent. Il y a 50 docteurs qui se présentent pour un poste. On va en prendre un. Le reste, ça reste dans la nature, dans d'autres sphères d'activité. Donc, c'est ainsi que s'est construit le corps professoral universitaire dans les pays occidentaux. En Haïti, le corps professoral, il y a 1000. Ensuite, dans les 1000, il y en a à peu près 150 qui détiennent un doctorat. Tout le reste, là, la grande majorité, souvent, ils ont un premier cycle, un baccalauréat, et ils enseignent à l'université. Alors, c'est pas fort, ça. Maintenant, c'était pas arrivé comme ça. C'est un pays qui s'est privé de sa tête. Parce que dans les années 50, il y a eu un dictateur, pour ne pas le nommer François Duvalier, qui a fait partir, par peur, la plupart des personnes qui étaient formées dans ce pays. Donc il y avait des professeurs, des ingénieurs, des médecins, des infirmières, qui sont partis en cohorte complète à l'étranger, parce qu'ils avaient peur pour leur sécurité. Alors ces personnes-là se sont trouvées un peu partout, particulièrement au Québec, et ils étaient à côté des Québécois à faire ce que nous connaissons comme la Révolution tranquille. Alors personnellement, j'ai produit un document qui s'appelle « Ces Québécois venus d'Haïti », où j'ai exposé dans ce document-là les contributions, exposées et documentées, avec une préface du Premier ministre d'alors, qui était M. Charest, et avec l'avant-propos était de Charest, et la préface était de Jacques Parizeau. Donc dans ce document-là, on fait état de ces contributions depuis la Révolution tranquille, depuis la fin des années 50 au Québec. Bon. Alors, donc, Haïti n'était pas toujours dépourvu. Mais Haïti, à partir de la fin des années 50, est entré dans un processus de coupe de tête
les têtes haïtiennes sont parties. Et vous savez, la nature a horreur du vide. Quand vous faites partir une génération complète d'enseignants de l'école normale, par qui les remplacer? Ça veut dire par des personnes qui ne sont pas formées. Ces personnes-là ne sont pas formées, ils vont former de la mauvaise manière des personnes qui seront à leur tour mal formées et qui prendront leur place. Et là, on rentre dans un cycle infernal qui se solde par une dégradation de la qualité de l'enseignement. Et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui en Haïti. D'où la nécessité de refonder la tête du pays. Et pour refonder la tête, eh bien, on avait 1000 scientifiques, soi-disant, des personnes qui, aujourd'hui, 150 seulement ont leur PhD. Eh bien, nous, on veut former 1000 encore sur 10 ans. Ça veut dire doubler la capacité. Donc, si on arrive à doubler dans 10 ans, eh bien, ça va nous faire passer à 2000, en espérant qu'on puisse garder ceux et celles qui sont formés. Et dans 20 ans, ça veut dire 10 ans encore de travail, eh bien, on passera à 4000. Et comme ça, graduellement, on va se rapprocher du 10 000 du Québec pour une population à peu près similaire. Donc c'est ça la stratégie. C'est ça que la réflexion nous dit. Donc 100 000 scientifiques, 1000 scientifiques pour Haïti en 10 ans. D'où l'idée de créer l'ISTEA. Et en moins, l'ISTEA existe depuis 2013. Novembre 2013. Et en moins de 4 ans d'existence, eh bien, nous avons 200 professeurs universitaires qui sont pour la plupart des bénévoles. Alors, je parlais tout à l'heure des Québécois venus d'Haïti. Eh bien, on a eu la solidarité du Québec avec des professeurs d'université. Dans les 200, il doit y avoir 25% qui sont dans les universités québécoises. Je pense qu'il y en a 2 ou 3 qui sont à l'UQAC. Alors, 200 professeurs universitaires qui viennent du Québec, du Canada, d'Haïti, des États-Unis, de la France, de la Suisse, de la Belgique, du Sénégal, et il y a un mois du Maroc également. Nous avons ces professeurs-là, où ils dispensent des cours à partir de leur bureau ou de chez eux, dans le pays où ils se trouvent, à partir d'un webcam et d'un système de vidéoconférence, où ils se rendent en Haïti pour une semaine ou 2 pour dispenser leurs cours. Et ça peut être aussi une formule hybride, qui combine la distance et un court séjour. On a une dizaine d'administrateurs bénévoles qui sont dans différents pays. Il y en a au Québec, il y en a aussi en France, il y en a en Haïti. On a une douzaine d'employés à temps plein, dont 10 qui sont en Haïti, les 2 autres sont au Québec. Nous avons près de 300 étudiants inscrits dans nos programmes, dont 50% sont au doctorat. Nous avons 8 domaines d'études allant des sciences de l'éducation à l'ingénierie en passant par les sciences de la gestion. Et nous offrons 78 grades dans 30 spécialités différentes. Et le tout se donne dans 5 villes différentes du pays, en simultané. Ça veut dire Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Hinche, Jacmel et Cailly. Donc, il y a 10 départements géographiques, donc on est présent dans 5. Donc, pour permettre aux gens de ne pas se déplacer. Parce que, je vous dirai aussi un autre chiffre. Je vous ai parlé de la fuite des cerveaux, qui a débuté avec Duvalier vers la fin des années 50. Eh bien, aujourd'hui, d'après les chiffres de la Banque mondiale, sur 100 Haïtiens qui auraient une formation postsecondaire, il y en a 83 qui sont à l'étranger. Et j'en fais partie. Donc, ça fait que un pays ne peut pas survivre comme ça, là. J'avais rencontré mon ami Thierry Vandal, qui est mon camarade de promotion à Polytechnique, quand il était PDG d'Hydro-Québec. Il me dit: Samuel, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher en Haïti. C'est comme si toute l'élite québécoise se trouvait en France. Ça ne va pas marcher. Les élites doivent être à côté des gens. À côté. Justement pour, comme disait M. Proulx, les citoyens, ils ne sont pas toujours très conscients de leurs besoins. Donc ça prend des gens éclairés qui leur disent: ce que vous croyez être bon pour vous ne l'est qu'en apparence. Et au fond, voilà une autre façon de voir les besoins. Ce ne serait pas gérable si on devrait tout simplement tenir compte des besoins de chaque individu dans une société. Il faut pouvoir trouver une façon d'agréger ces demandes individuelles pour qu'ils deviennent des demandes collectives. Et ça prend des élites pour faire ça. Alors,
il faut que se forme cette élite-là en Haïti. Et c'est ce que nous entreprenons. Et pour éviter que cette fuite des cerveaux, parce qu'on connaît le mécanisme, qu'est-ce qui fait fuir les cerveaux? Eh bien, c'est le fait que les gens sont constamment en quête d'une formation de qualité. On est dans une petite ville, on a fait des études primaires, on veut aller dans une école secondaire, et l'école, il n'y en a pas d'école secondaire dans ma petite ville, eh bien, je dois aller dans la plus grande ville qui est tout proche, et là, je rentre dans un processus migratoire. Et après le secondaire, je veux aller à l'université, je vais à la capitale qui est Port-au-Prince, j'arrive pas à rentrer, ou je rentre. Si je rentre, je fais mon premier cycle, eh bien, après, si je voulais faire une maîtrise au doctorat, eh bien, il n'y en avait pas en Haïti, il y a 40 ans, des programmes de maîtrise et de doctorat. Il fallait quitter le pays. Même chose, si on arrive à compléter le premier cycle, on va pour le deuxième cycle. Si on n'arrive pas à rentrer au premier cycle, là aussi, on quitte le pays. Et une fois qu'on quitte, eh ben, on commence à s'habituer. Là, on vient au Québec, ensuite il y a une belle végétation, ensuite on a des amis qui nous accueillent, ensuite on prend un conjoint aussi, ensuite on s'achète des maisons, et là on vit comme tout le monde. On cherche le bien-être comme tout le monde. Et c'est ainsi, c'est par ce processus migratoire qui commence par un besoin de formation de qualité. Donc, nous, ce qu'on dit, si on forme les gens dans leur milieu respectif, où ils vont rester en contact avec leur famille, avec leur milieu, parce qu'au fait, on forme des élites. Donc, on a besoin de ces personnes-là localement pour qu'ils puissent aider à l'avancement de leur localité, de leur communauté. Donc, si on les forme localement, eh bien, ça va permettre aux gens de rester disponibles pour leur communauté. Parce que quand on quitte, ben, on part avec l'expertise, on part avec l'engagement, on part avec tout ce qu'on pouvait faire comme contribution à la communauté, et c'est la communauté qui s'appauvrit. Alors, c'est vaut pour Haïti, mais ça vaut aussi pour la Gaspésie. La Gaspésie peut avoir des difficultés si elle n'arrive pas à garder ses talents, les personnes qui ont des talents, qui peuvent travailler à son développement. Alors voilà les motivations. Donc il faut former les gens localement, et c'est la raison pour laquelle on préfère déplacer les profs autant que faire se peut, plutôt que de déplacer les étudiants. Les étudiants, on les déplace sur de courtes périodes pour venir à des séminaires, pour venir faire des stages. On fait souvent des stages 5-6 mois dans les laboratoires de recherche occidentaux, mais on les forme localement, avec des professeurs qui se déplacent pour les former. Alors vous avez ici pour vous donner à titre informatif, les programmes qui existent. Nous avons en administration des affaires, nous avons 5 spécialités. Administration des PME et des coopératives, gestion des services bancaires et financiers, comptabilité et fiscalité d'entreprise, administration du patrimoine et du tourisme, gestion des ressources humaines, avec DESS et MBA. Ensuite, on forme des gens à la formation professionnelle, en gestion de projet, ingénierie civile, architecture et aménagement, affaires et ingénierie sociale, technologie et gouvernance électronique. Ensuite, en ingénierie, on est dans 5 domaines aussi, génie informatique et des technologies de l'information, le génie des mines, génie des ressources hydriques, génie des systèmes énergétiques, génie des transports et des infrastructures. Nous offrons également un programme de DESS et un autre de maîtrise en management des collectivités territoriales. Ensuite, en sciences de l'éducation, on est en biologie et sciences de la vie, chimie, gestion des systèmes éducatifs, formation à distance et e-learning, mathématiques, physique, sciences de la Terre et de l'atmosphère. Et en sciences de la gestion, on offre des programmes allant jusqu'au doctorat. Et en sciences économiques, on fait de l'économie du développement, l'économie sociale et solidaire, l'économie industrielle et agricole, analyse et évaluation de projets et commerce international, avec des diplômes allant jusqu'au doctorat. Donc voilà pour l'offre de formation. Alors, je vous ai parlé de Grand Monde, c'est le Grand Monde qui a créé l'ISTEA comme bras pour s'acquitter de sa mission. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'ISTEA? C'est pas tout de former les personnes. Si on les forme et qu'on ne leur donne pas de perspective, ils vont quitter le pays. Donc il faut qu'on leur donne des perspectives. Perspective, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils trouvent l'emploi qui serait à la hauteur de leurs aspirations et qu'ils puissent contribuer également à l'avancement de leur communauté à partir de la formation. Donc il ne faut pas s'arrêter à la formation, il faut aller au-delà de la formation. Alors, on a conçu le projet de pôle d'innovation qui va permettre de mettre en valeur tout ce qu'on fait à l'ISTEA. Alors, c'est quoi un pôle d'innovation? C'est un réseau d'entreprises indépendantes de toute taille, petites, moyennes et grandes, liées à des établissements d'enseignement supérieur et de recherche,
dans le cas qui nous intéresse, c'est l'ISTEA qui est au cœur, qui est actif dans un ou plusieurs secteurs d'activité dans une région en particulier. Et un pôle est destiné pour stimuler l'activité d'innovation, en encourageant les interactions. Alors ce sont des mots qui ont été pris par anticipation dans la présentation de M. Pou, qui a parlé d'interaction, ensuite d'innovation, et le partage des équipements, l'échange de connaissances et de savoir-faire. Et le pôle contribue de manière effective au transfert de technologies. Quand on a fait des choses, on fait énormément de travaux. Moi, personnellement, pendant 12 ans, j'étais titulaire d'une chaire de recherche industrielle avec la multinationale Ericsson, pendant 12 ans. Eh bien, ce que je faisais dans mon laboratoire était transféré à Ericsson. Ericsson les intégrait dans des équipements qui sont des téléphones mobiles qu'ils vendaient à la grandeur de la planète. Donc c'est du transfert de technologie. Ce qui était produit à l'université était converti, était intégré à une chaîne de valeur industrielle qui permettait de créer de la richesse, de créer des emplois. Donc c'est ça qu'il faut faire. Alors, on fait de la mise en réseau à la diffusion de l'information entre les entreprises du groupement. En général, les entreprises n'ont pas cette capacité-là d'entretenir un réseau d'information et l'université est bien placée pour le faire. Alors, puisqu'il est question de planification territoriale, comment on fait la chose? Du PIGRAN. Le PIGRAN, c'est le pôle d'innovation du Grand Nord. Alors, ici, le Grand Nord, ce n'est pas le Grand Nord québécois, c'est le Grand Nord haïtien, qui est un regroupement de 3 départements. Département du Nord, département du Nord-Est et département du Nord-Ouest. Et nous avons ajouté un 4e qui est voisin des 3, c'est le département de l'Artibonite, qui est voisin des 3. Donc vous avez ici, vous avez le Nord-Ouest, ensuite vous avez le Nord ici, et vous avez le Nord-Est ici, et ici c'est l'Artibonite, qui est voisine des 3, qui a des frontières communes avec les 3, à peu près. Alors disons 4 départements qui sont visés. Alors la Cité du Savoir devient le noyau de tout ça, avec l'ISTEA, et cette Cité du Savoir-là, ça va être, disons, le bras scientifique intellectuel du pôle. Nous allons produire des personnes formées, nous allons produire de nouvelles connaissances, nous allons produire de l'innovation, de toute nature, pas seulement technologique, incluant l'innovation sociale, et tout ça va être partagé avec l'ensemble de la région et voire avec l'ensemble du pays. Alors ça, c'est un premier cercle du concept. Deuxième cercle, cette Cité du Savoir sera dans un environnement autour. L'environnement, c'est très concrètement la Cité du Savoir, c'est un territoire qui fait 31 hectares de terre. Et 31 hectares de terre qui nous sont donnés par l'État haïtien pour pouvoir réaliser le projet. Donc, la planification du premier cercle, qui est la Cité du Savoir, revient exclusivement à nous du GRAN. Autrement dit, le territoire nous appartient, on en fait ce qu'on veut. Ce deuxième cercle, l'environnement immédiat, ne nous appartient pas. Donc ça appartient à l'État, ça appartient à des riverains. Donc il faut qu'on rentre en interaction avec ces personnes-là pour leur dire, voyons, on a une belle opportunité de créer une ville autour de la Cité du Savoir. Eh bien, pourquoi ne pas travailler ensemble pour construire cette ville-là? Donc ça, c'est l'environnement immédiat. Après, on a plusieurs villes autour. Et ces villes-là doivent être irriguées par le travail qu'on fait dans la Cité du Savoir, en termes de production de connaissances, qui vont être converties en des entreprises à partir d'incubateurs. Ensuite, on aura une force, on a 200 professeurs qui viennent régulièrement dans la cité, et ces profs-là, ils sont porteurs d'expertise. Eh bien, on peut les mettre au service de la région. S'il y a des problèmes, eh bien, au moins ils peuvent vous entendre, ils peuvent vous donner des idées. Et tout ça ensemble, à la grandeur des 3 départements que j'appelle le Grand Nord. Donc on a 4 cercles concentriques qui constituent le concept de PIGRAN. Et chaque cercle introduit des interactions, à chaque fois, qui deviennent de plus en plus grandes en termes de portée, en termes de nombre d'acteurs avec qui interagir. Dans la Cité du Savoir, on est maître à bord. Dans l'environnement immédiat, il faut parler aux riverains, à la mairie et au CASEC.
le CASEC étant l'instance locale la plus proche du citoyen. Ensuite, il y a l'environnement régional, ça veut dire toutes les villes qui sont autour. Et ensuite, vous avez les 3 départements. Donc on veut se mettre au service de tout ça. Alors si on prend la Cité du Savoir, dont la planification repose exclusivement sur nous, donc elle est organisée en une Cité du Savoir, en 4 secteurs, qui est une ville intelligente, avec 4 secteurs. Ville intelligente au sens de Smart Cities. Alors, vous avez 4 secteurs, un secteur universitaire qui est l'ISTEA, vous avez un secteur scolaire, un secteur service et un secteur agriculture. Dans le secteur universitaire, donc vous avez un certain nombre d'édifices, un pavillon des sciences, une résidence pour les professeurs, les administrateurs, en fait une résidence pour les missionnaires. Parce que ce que l'on veut faire, c'est accueillir toutes les personnes qui veulent. Alors je vous le dis, il y a plein de Québécois qui viennent dans le projet, vous allez voir tout à l'heure, et qui viennent pour donner un coup de main, on les accueille. Quand ils arrivent, ils sont bien reçus, ensuite on veut qu'ils éprouvent du plaisir à venir là. Ensuite, il y a un projet de bibliothèque du Grand Nord. C'est une bibliothèque scientifique et culturelle. Alors cette bibliothèque-là, on a déjà ramassé, il y a le CAPI qui est à Shawinigan, qui s'est associé à Grande Mauricie, et ils ont ramassé à travers le Québec 300 000 ouvrages qui sont déjà en Haïti. Ils ont fait tout ça, et la semaine prochaine, on fait une conférence de presse à Shawinigan pour conclure le projet. 300 000 ouvrages ramassés au Québec pour cette bibliothèque-là. L'UQAM vient de collecter 30 000 ouvrages pour ce projet-là. Polytechnique a fait la même chose et a collecté 10 000 ouvrages scientifiques en ingénierie pour cette bibliothèque-là. Un édifice économie et des affaires. Donc ça, c'est pour rentrer dans un genre de business and management school. Parce qu'on veut faire les affaires, on veut montrer aux gens à faire des affaires, à gérer. C'est un pays, quand on en parle, qui est assisté. Tout le monde vient, fait son œuvre humanitaire et après repart. Et à chaque fois qu'on en fait, plus on en fait, plus on devient pauvre. C'est l'un des pays les plus aidés au monde. Mais quand on constate les résultats, les gens s'enfoncent dans la pauvreté avec toute l'aide qu'ils reçoivent. Donc ça veut dire que c'est une aide qui n'est pas désaliénante. Je dirais même c'est une aide aliénante. Vous aidez les gens pour qu'ils s'enfoncent dans la pauvreté. Et nous, ce que nous voulons faire, c'est donner aux gens, redonner aux gens de la dignité. Si on éduque la personne, on essaie de leur créer des emplois pour qu'ils puissent travailler à partir de leur éducation, ils vont sortir de la pauvreté. Au Québec, il y a 60 ans, il n'y avait pas d'université du Québec à Chicoutimi. Il fallait aller à Montréal. Maintenant, quand on crée un réseau d'universités du Québec dans différentes régions du Québec, on est en train de faire exploser les talents qui sont dans les régions. C'est l'une des choses les mieux partagées dans le monde, c'est l'intelligence des gens. Une fois que les gens sont bien desservis, ils sont aidés, ils sont accompagnés, ils vont exploser. Alors c'est ça qu'il faut faire, redonner aux gens cette capacité de se prendre en main à partir de leurs talents. Parce que des talents, de façon naturelle, à peu près tout le monde en a. Donc, école des affaires, un édifice pour la formation professionnelle et technique, parce qu'on en a grandement besoin en Haïti, une faculté d'ingénierie, un édifice pour les programmes en santé, et aussi les gens ont besoin d'art et de culture aussi. Haïti, c'est un pays pauvre, mais c'est un pays de culture et d'art. Donc il faut prendre ces personnes-là qui ont énormément de talent et les faire monter à un niveau supérieur. Pourquoi avec tous ces talents-là, on n'est pas capable de vendre à la grandeur de la planète? Donc il faut accompagner les gens. Donc c'est ce qu'on va faire dans le centre de la culture. Et un édifice pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Donc ça, c'est dans le secteur universitaire. Dans le secteur scolaire, on veut avoir un centre de la petite enfance, une école primaire, une école secondaire et une école de formation professionnelle et technique. Alors, les gens peuvent dire, vous faites de l'université, mais vous êtes aussi dans les niveaux inférieurs. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi la cohérence de ça? La cohérence, c'est que nous avons nos programmes en sciences de l'éducation. Ça prend des laboratoires écoles. Alors, ces écoles-là, on va pouvoir faire des expérimentations là-dedans. Donc, quelqu'un qui fait maîtrise, doctorat en éducation, il peut dire, moi, je peux faire un mémoire de maîtrise ou une thèse sur la petite enfance.
et je vais monter des activités pour la petite enfance. Eh bien, on va tester ces activités dans cette école laboratoire-là. Même chose pour l'école primaire, même chose pour l'école secondaire. Et une fois qu'on aura testé, à petite échelle, dans nos institutions scolaires, eh bien, après, on va pouvoir étendre ça à des réseaux d'écoles. Si on fait une formation pour la petite enfance, eh bien, on va réunir 20, 30, 50, 200 éducatrices de la petite enfance et pour les former à cette nouvelle approche pédagogique qui serait inventée dans le cadre d'une thèse de doctorat par quelqu'un qui est à l'ISTEA. Donc c'est ça la cohérence de la chose. Des laboratoires écoles, qui est un concept très développé, notamment aux États-Unis, mais un peu aussi en Europe, les lab schools. Donc voilà le lien qui existe entre l'ISTEA et ces choses. Le secteur service, on aura un centre de santé communautaire, une résidence pour étudiants, des résidences pour étudiants, un incubateur d'entreprises, un centre d'affaires et de services aux entreprises, un restaurant de la cité, des aires de stationnement, des aires de détente pour élèves, étudiants et personnels, terrain de sport en plein air, centrale d'énergie solaire combinée avec génératrice, système de télécommunication, infrastructure de ville intelligente, réservoir d'eau et lac artificiel. Et après, dans le secteur agriculture, il y a une ferme expérimentale, des serres, des pépinières, des systèmes d'irrigation et des jardins. Alors là, on vous donne une idée de la localisation. Alors vous avez, ici c'est la piste de l'aéroport international du Cap-Haïtien, où il y a, tous les jours, il y a un vol de American Airlines qui relie la Floride au Cap-Haïtien. Pourquoi on fait ça? Je vous ai parlé de missionnaires. C'est des personnes, souvent, il y a des jeunes aussi, mais souvent c'est des personnes qui sont à la retraite. Alors, ils viennent, il ne faut pas qu'ils se tracassent beaucoup pour se rendre sur les lieux. Donc, ils se rendent en Floride, à Miami, et de Miami, ils prennent l'avion. Ensuite, s'il y a un pépin, ils prennent l'avion le lendemain, ensuite ils rentrent à Miami. Alors, c'est ça le côté pratique de la chose. Donc, il fallait être proche d'un aéroport international. Donc, d'où le choix. Donc, et le terrain se trouve ici, à Milo. À vol d'oiseau, il y a à peu près entre 6 et 8 kilomètres entre les deux. Donc on est proche. Après, vous avez, je vous ai parlé des régions, mais tout ça, c'est des localités qui sont autour. Alors, en planification territoriale, il faut savoir où placer les choses. Eh bien, alors pour employer un terme très mathématique, ici, à Milo, Milo serait le barycentre des villes, des localités qui sont autour. On est à peu près à une demi-heure d'ici, une demi-heure de là, une demi-heure de là, une demi-heure de route de là. Donc, c'est le barycentre. Alors, là, on vous montre les axes routiers. Donc, vous avez la route nationale numéro 1 qui fait comme ça. Ensuite, on a une route nationale numéro 6 qui amène à la République dominicaine. Ensuite, on a une route nationale numéro 3. Donc, on est très proche de 3 axes routiers. Donc ça veut dire l'accès est facilité. Et là, vous avez le terrain. Ça, c'est une vue du terrain. Ensuite, il y a un site touristique. Le plus grand site touristique d'Haïti se trouve au sommet de cette montagne. C'est la citadelle du roi Christophe qui se trouve là. Donc on est proche. Quand on est sur le terrain, on regarde la citadelle. On a même un projet d'avoir un appareil qui pourrait nous permettre de voir de près la citadelle. Donc ça, c'est le terrain qui représente 31 hectares. Ensuite, ça, c'est une autre vue du terrain. Et voilà ce qu'on va en faire. Ça, c'est la planification. Qu'est-ce qu'on va faire avec les 31 hectares qui nous sont donnés par l'État? Eh bien, c'est ça. Oui. On y arrive. On y arrive. Alors, on a le secteur universitaire. Donc, vous avez ici les différents édifices qui sont ici dans le secteur universitaire, qui est, à toute fin pratique, ça va être le campus nord de l'ISTEA, parce que l'ISTEA est sur 5 villes. Donc, le campus principal de l'ISTEA sera là. Ensuite, on a le secteur service, qui est là. Dans le secteur service, il y a notamment les résidences pour étudiants, qui seront là, les résidences qui seront là. Ensuite, le secteur scolaire, donc c'est en rouge, avec l'école, la petite enfance, centre de la petite enfance, école primaire, école secondaire, école de formation professionnelle. Et en bleu, c'est le secteur agriculture. Donc ça, c'est l'aménagement de l'espace. Maintenant, pour essayer de répondre à votre question,
à part les étudiants et les professeurs qui seront dans la Cité du Savoir, tout le reste va être à l'extérieur, dans le deuxième cercle, qui devra être planifié avec les autorités locales et les riverains qui en sont les propriétaires. Ce que je peux vous dire, j'anticipe dans ce que j'allais dire, dans le projet, nous avons un bienfaiteur qui nous a promis un village de 100 maisons pour les personnes de la région. Donc ce village-là, on a redemandé aux autorités locales 10 hectares de terre pour construire ce village de 100 maisons. Un village au sens avec un centre communautaire à l'intérieur et également un marché public. Alors là, on est en train de réfléchir, de planifier pour voir comment arrimer tout ça. En synthèse, il y aura une quinzaine d'édifices de taille variable à construire. C'est un projet échelonné sur 10 ans par phases successives. Le coût approximatif, 50 millions de dollars américains, donc c'est pas cher, ça, c'est ce qui se gaspille à chaque année en Haïti, en laissant les gens dans la pauvreté. Et en plus des 50 millions, on évalue à 25 millions des contributions en nature. En nature, nous avons le terrain, 31 hectares. Un hectare de terre dans la région, c'est 50 000 dollars américains, donc ça fait 1,5 million de dollars. Le don de terrain représente une contribution de 1,5 million. Nous avons 200 professionnels, au moins 200 professionnels de haut niveau de différents pays qui contribuent volontairement. Donc si on met les chiffres de dollars à côté de ces heures, qui sont de vraies heures de travail, eh c'est des contributions en espèces. Donc c'est un vrai projet communautaire. Ensuite, c'est un projet modulaire. Donc, pour parler maintenant de stratégie, c'est un projet modulaire, on va le faire par morceaux. Et ça permet à tout individu ou tout partenaire de prendre en charge un module du projet, selon une charte de construction adoptée. Très concrètement, la résidence des professeurs, il y a un homme d'affaires d'Haïti qui dit « Moi, je vous donne la résidence ». Donc c'est un entrepreneur en construction, il dit je vous le construis, vous me donnez le plan, et moi je vais vous le construire et vous le donner. Donc ça c'est le genre de... Ensuite on est pour parler avec un autre homme d'affaires qui dit moi je suis intéressé à contribuer à votre édifice pour l'économie et les affaires. Donc n'importe qui peut dire moi je vous donne ceci, moi je vous donne cela, et en mettant tout ça ensemble, ça va se construire. Donc il y a de la place pour tout le monde. Et où est-ce qu'on veut en venir? On veut créer une cinquantaine de petites et moyennes entreprises qui, elles, vont créer 20 000 emplois directs pour la région du Grand Nord d'Haïti. Et si ce projet fonctionne, le PIGRAN, alors M. Pou disait, des fois les utopies, c'est pas totalement réalisé, mais quand on dit qu'on forme une communauté idéale, où on n'atteint pas l'idéal, mais on génère suffisamment d'idées et de bonnes pratiques et qui sont versés dans l'environnement social, dans l'environnement communautaire, pour inspirer les autres. Alors c'est un peu ça. Donc si PIGRAN fonctionne, pourquoi ne pas répéter l'expérience dans le sud pour avoir PIGRAS et dans le centre du pays pour avoir PIGRAC? Alors ça c'est le pari qu'on fait. Maintenant, où est-ce qu'on veut en venir? On veut en venir, la question à laquelle on veut répondre, c'est comment rendre les gens moins pauvres. Alors dans le cas d'Haïti, c'est le pays au complet, ou encore la majorité, parce qu'il y a quand même des riches en Haïti, il y a même des super riches. Comment rendre cette majorité moins pauvre? Alors, ce qu'on sait, ce qu'on a appris dans nos cours à l'université, la richesse et le bien-être des nations dépendent essentiellement de trois choses. Dépendent de la capacité, de l'habilité qu'a une société à produire de nouvelles connaissances, par la recherche scientifique par exemple, à diffuser ces nouvelles connaissances à travers des revues scientifiques, des revues savantes, ou encore à partir de brevets qui inscrit la chose dans un système de propriété intellectuelle. Et troisième élément, et comment on exploite ces connaissances une fois qu'on sait les produire. Alors c'est ce que font si je prends Google, Google, c'était une thèse de doctorat faite aux États-Unis, et la personne a pris sa thèse et est partie avec, et il a construit une entreprise qui aujourd'hui est devenue multimilliardaire. Ensuite Facebook, c'est à peu près la même chose. Donc on a fait de la recherche pour produire de nouvelles connaissances, on les a diffusées, souvent sous forme de brevets, et après on les exploite, et comme ça on crée de la richesse. Alors ça c'est le cycle. Maintenant une fois qu'on l'a dit, c'est une autre chose de l'appliquer.
Donc on parle dans ce cas d'une économie du savoir, d'où l'idée d'une cité du savoir. Alors c'est quoi la stratégie? Dans un pays comme Haïti, quand on va, on dit, bon, c'est un pays pauvre parce que les gens sont pauvres, parce que les gens sont démunis. Maintenant, au fond, avec un peu d'exercice dans le regard, ben non, c'est un pays aussi qui a plein d'opportunités. D'ailleurs, si vous regardez comment on raisonne dans le monde, eh bien, les Google de ce monde, ils disent, eh bien, il faut aller exploiter l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est inexploité. Il n'y a pas grand-chose à faire aux États-Unis. Tout le monde a tout ce dont on a besoin. Là. C'est la même chose pour l'Europe. Notamment l'Europe occidentale. Mais les gens ont à peu près tout. Il faut aller dans des endroits vierges. Haïti, c'est un endroit vierge. Donc, il y a plein d'opportunités. Alors, le défi, ce qu'on ne sait pas faire, c'est comment établir le lien entre les gens et ces opportunités. C'est ça qu'on ne sait pas faire. Alors, je vous ai parlé de l'ISTEA avec des programmes de doctorat, de maîtrise et de diplôme d'études supérieures spécialisés. Nous avons un complexe scolaire qui forme les gens en formation professionnelle, secondaire, primaire et préscolaire. Ça forme un campus qui est la Cité du Savoir. Et après, on a dans l'environnement, pas loin, dans la région, on a des universités haïtiennes qui peuvent être organisées en réseau. Et ce seront des partenaires, ils le sont déjà, parce qu'on forme des personnes, les gens qui sont à l'ISTEA, enseignent dans les universités de la région. Ce sont les licenciés qui enseignaient à l'université, eh bien, ils viennent faire leur maîtrise. Ils viennent faire leur doctorat à l'ISTEA pour être plus performants. Donc, on a des écoles de formation professionnelle et technique. Eh bien, ces écoles-là vont également se mettre en réseau. Même chose pour le secondaire, même chose pour le fondamental ou primaire, même chose pour le réseau d'écoles. Et ça forme une communauté d'apprentissage. Donc, on a une communauté d'apprentissage qui va être en interaction avec le campus de l'ISTEA pour former des professeurs à différents niveaux. Alors, ces différents niveaux sont représentés ici. Maintenant, une fois qu'on a le dispositif de formation, la prochaine chose, qu'est-ce qu'on fait avec les entreprises? Parce que, rappelez-vous, je vous l'avais dit, ce n'est pas tout de donner une formation. Il faut que les gens puissent s'épanouir. Il faut qu'ils puissent appliquer ce qu'ils ont appris à l'école. Il faut qu'ils puissent travailler. Donc, il faut aussi faire un travail au niveau des entreprises pour établir le lien entre ces personnes formées et les entreprises, pour que les entreprises deviennent plus performantes, parce qu'ils auront des personnes mieux formées à leur service. Donc, réseau d'entreprises en interaction avec le campus. Et le réseau d'entreprises qui se renforce, ce n'est pas tout, parce qu'une entreprise fonctionne à partir du marché. Il faut avoir un accès au marché. Donc, voilà, il y a un marché national auquel il faut donner accès, mais aussi un marché international. Mais qui dit marché international dit mise aux normes. Vous n'allez pas vendre des produits agricoles au Canada en venant d'Haïti si vous ne pouvez pas vous plier aux normes de Douane Canada. Donc il faut former les gens pour qu'ils puissent se mettre aux normes canadiennes, aux normes américaines, de façon à pouvoir exporter les produits qui sont produits à partir d'Haïti. Alors voilà ce que j'ai appelé tout à l'heure. Donc c'est tout ça que j'ai appelé le chaînon manquant entre les gens et les opportunités. C'est ce dispositif-là qui est complexe en soi, mais en général c'est comme l'ascenseur. L'ascenseur, vous arrivez devant, vous avez deux boutons, une flèche qui dit on monte, une flèche qui dit on descend. C'est simple, l'interface. Maintenant, ce qu'il y a derrière, comme intelligence, comme savoir-faire, c'est très complexe, mais on vous le cache. Alors, ça, je vous le cache. Mais ça représente le lien, la flèche que j'avais mis tout à l'heure, entre les gens et les opportunités. Les avantages de Pigan pour les parties prenantes. Alors, vous avez plusieurs parties prenantes. Vous avez comme partie prenante, vous avez d'abord les citoyens de la région. La Cité du Savoir va s'implanter dans une section communale qui s'appelle Génie-Paillé, qui relève de la commune de Milo. Alors ces citoyens, amélioration du cadre général de vie, accroissement de l'activité économique, participation au développement de leur commune. Donc ça, c'est les avantages. Maintenant, si on prend les villes et localités avoisinantes, accès aux services de base, accès aux TIC, encadrement de proximité pour entrepreneurs et associations, emploi direct et indirect, et on a une ferme expérimentale qui les accompagne pour l'agriculture. Pour la région du Grand Nord, donc les 3 départements, accroissement de l'attractivité, le territoire devient attractif avec ça. Qualification de la main-d'œuvre, puisqu'on les forme. Rayonnement caribéen, il y a déjà des gens qui s'intéressent à la formule et qui voudraient peut-être faire l'expérience similaire. Une offre éducationnelle de grande qualité. Quelqu'un peut rentrer à la petite enfance et sortir jusqu'au doctorat dans une section communale. Donc c'est extraordinaire. Rétention des cadres.
Les personnes formées, ils vont trouver un travail. S'il n'y avait pas d'université du Québec à Chicoutimi, on n'aurait pas un professeur Pou ici. Il serait à Polytechnique ou à l'UNEM ou à l'UQAM. Donc ça retient les cadres, ça retient les personnes formées. Accompagnement dans la mise en place de plans directeurs. La région, ils ont besoin de plans directeurs, mais on a 200 professeurs qui se promènent là-bas. Donc ils peuvent se mettre au service de ces gens. Pour l'ensemble du pays, c'est un laboratoire de développement. Diminution à terme des flux migratoires vers d'autres régions ou pays. On a la frontière là, avec la République dominicaine, pas trop loin. Il y a 30 000 étudiants haïtiens qui traversent la frontière pour aller étudier. 30 000 étudiants qui traversent, mais c'est à peu près la taille du milieu universitaire haïtien. Ça veut dire en termes clairs, il y a autant d'étudiants haïtiens qui étudient en République dominicaine que d'étudiants haïtiens qui étudient en Haïti. Alors ça, c'est de l'acculturation, et à moyen terme, à long terme, ça veut dire aussi une prise en main du pays par le pays voisin, parce que nos élites seront formées là-bas. La diaspora haïtienne, mobilisation autour d'un projet fédérateur. Plus de 200 personnes contribuent bénévolement. Concrétisation de sa contribution au développement durable. Ils veulent participer, les gens de la diaspora. Ils ne savent pas comment. On leur dit, venez, vous allez travailler avec nous ensemble. Les pays amis d'Haïti, c'est un bien grand mot. S'il y avait un président de Gaulle, les pays n'ont pas d'amis. Ils ont des intérêts. Par contre, il y a une chose qui est fondamentale, c'est la solidarité des peuples. Ça existe. Alors nous fonctionnons avec la solidarité des peuples. Ça veut dire, nos profs québécois, là, français, qui viennent à l'ISTEA donner des formations, ça c'est de la vraie solidarité. Il n'y a pas d'intérêt derrière. Alors nos missionnaires qui vont là-bas, ça c'est de la vraie solidarité. Alors, participation à un projet structurant, intégré et porteur d'avenir, participation à un projet désiré et soutenu par les bénéficiaires, et on a la garantie de transparence parce que tout se passe sur un site web. Toutes les informations sont disponibles. Alors, en synthèse, c'est une stratégie pour réduire la pauvreté en créant la richesse par le savoir. Parce qu'au fond, on veut réduire la pauvreté en Haïti, mais en donnant du blé aux gens. Les Chinois disent qu'il faut apprendre à pêcher et non donner le poisson. Donc en donnant le blé à Haïti pour nourrir les gens, on détruit l'agriculture haïtienne. Il n'y a plus de cultivateurs parce que tout ça a été remplacé par des dons, souvent faits par des Américains qui font du dumping dans le pays et qui détruisent l'agriculture. Et les gens deviennent de plus en plus dépendants. Une façon de créer le maillon manquant entre les opportunités et les gens. C'est un modèle de structuration et de mise en relation des milieux de savoir et des milieux d'affaires en vue de meilleur accès au marché national et international. Aujourd'hui, le monde universitaire haïtien et le monde des affaires, c'est deux mondes parallèles qui ne se parlent pas. Et c'est finalement un laboratoire. Alors, Haïti est déjà un laboratoire. Toutes les personnes qui veulent faire toutes sortes d'expériences viennent faire ça en Haïti. Mais c'est un laboratoire où on ne partage pas les résultats. Ça veut dire, on fait les expériences et on repart avec. Si c'est négatif, on part avec, on sait, il ne faut pas le faire. Maintenant, si au moins on avait partagé, les Haïtiens ne s'aviseraient pas de reprendre ces expériences qui se sont révélées infructueuses parce que quelqu'un l'avait fait avant et a partagé les résultats en nous disant c'est la chose à ne pas faire. Alors nous voulons partager les résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs. Alors l'état d'avancement, on a le centre de la petite enfance qui est déjà construit. On l'a inauguré le 7 avril. Et ça porte le nom de centre de la petite enfance Paul Gérin-Lajoie. On a la résidence des professeurs dont la construction va démarrer en juin 2017. L'école primaire, la construction va démarrer en juillet 2017. Et le centre de santé communautaire, la construction va démarrer en août 2017. Vous avez ici une image du centre de la petite enfance qui est déjà créé. Ensuite, vous avez l'état d'avancement des travaux avec les enfants. Ça, c'est la réalité. Alors souvent, quand on fait des projets en Haïti, les organismes qui financent, ils demandent des rapports, ils demandent des livrables, ils demandent des résultats. Et les résultats, c'est quoi? C'est des mots. Alors ce que j'ai toujours dit, dans un contexte où il est question d'humain et de personnes, les résultats doivent être des personnes. Les résultats, c'est le nombre de personnes éduquées, qui n'étaient pas éduquées avant le projet et qui le sont après. Combien de personnes n'avaient pas un logement et qui, après le projet, a un logement?
C'est combien de personnes qui n'avaient pas accès aux soins de santé et qui ont maintenant accès aux soins de santé. Donc ce sont des résultats mesurés à l'aune de l'humain. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. On mesure tout, le nombre de rapports, le nombre de pages du rapport, mais c'est quoi l'effet sur les gens? Il suffit de regarder les résultats en Haïti, on investit beaucoup et pourtant les gens deviennent de plus en plus pauvres. Donc pour nous, la vérité, ce sont ces enfants-là qui viennent de milieux ruraux, très défavorisés, et en fonction de leurs ambitions personnelles et de leurs talents, vont pouvoir se rendre jusqu'au doctorat et pour créer les conditions de vie meilleures pour le reste des gens qui ont moins de talent. Alors ici, vous avez une vue de l'assistance le jour du 7 avril. Donc vous voyez nos amis venus d'ailleurs, nos amis de la solidarité. Ils étaient là présents, venant de différents pays pour assister. Là, ils étaient 600 à participer à ça. Et ça, ce sont les enfants qui étaient présents aussi. Donc le jour. Ensuite, ça, c'est une vue du podium. Et pour conclure, il faut bien, il est question de francophonie et de solidarité. J'aime bien les deux mots. Francophonie, c'est notre contexte, et la francophonie est porteur de valeurs que nous partageons. Et la solidarité est une de ces valeurs-là. Alors la solidarité, pour moi, c'est le fait que des professeurs, d'autres personnes qui ont d'autres métiers, acceptent avec beaucoup de générosité de venir participer avec nous. Mais ce n'est pas pour aller chercher un contrat, ce n'est pas pour chercher des marchés, comme un certain gouvernement voulait le faire au Canada avant, lier l'aide internationale au développement des marchés. Ce n'est pas ça la solidarité. Donc, on aimerait que cette francophonie-là entretienne les valeurs que nous partageons, et particulièrement la solidarité, la vraie. Planification territoriale et innovation, on vous l'a montré tout à l'heure, cette planification territoriale veut servir de modèle. Si on arrive à montrer comment organiser un territoire pour qu'il soit producteur de savoir et producteur de richesse, mais de richesse partagée, pour réduire la pauvreté, ce serait utile à Haïti, mais ce serait utile également à d'autres pays. Et finalement, créer de la richesse par le savoir, tout le monde le fait. Au Canada, on le fait beaucoup. Aux États-Unis, on le fait beaucoup. Il suffit de penser à la Silicon Valley. J'ai un collègue professeur à Polytechnique qui a pris sa retraite depuis 4 ans et il est parti travailler en Russie avec Poutine et des universitaires pour fonder l'équivalent d'un Silicon Valley en Russie. C'est le savoir mis au service de la création de la richesse. Le savoir de pointe mis au service de la... Alors, si on est capable de faire ça, l'humanité s'en portera mieux. Merci. Merci beaucoup. Votre projet est très clairement illustré. Alors, c'est très, très clair. Il est bien attaché, évidemment. On a de la place. On aurait 25-30 minutes pour questions et commentaires. Madame? Je me demandais, parce que vous parlez, moi je viens du réseau collégial. Alors, évidemment, j'ai vu que dans le complexe éducatif, il y avait le secteur professionnel et technique. Je me demandais, est-ce que la Fédération des cégeps, est-ce que vous avez un appui du réseau collégial dans vos actions? Pas encore, mais je le souhaite vivement. Bon, ça m'interpelle en tout cas. Et je tiens à vous féliciter. Vraiment, c'est un projet de grande envergure, ambitieux, utopique. On parlait d'utopie ce matin. Je trouve que c'est, en passant, c'est une très, très belle incarnation de ce qu'on parlait de planification. Franchement, je suis très impressionnée. Je vous félicite. Merci beaucoup. Bonjour. Je suis curieux de vous entendre sur comment a été le développement de ce centre de savoir auprès de l'État. Comment ce fut que de convaincre l'État haïtien de développer ce projet-là et d'investir aussi dans ce projet-là? C'est une bonne question. C'est un État faible. Je ne sais pas si vous le savez, c'est un État faible. Ça veut dire que ce n'est pas un État qui a les moyens de ses politiques. Donc, quand un projet comme ça arrive, le mieux qu'on puisse espérer, c'est de dire, on l'aime bien, on va vous aider selon nos moyens. Alors, très concrètement,
ils nous ont donné les 31 hectares. Ça a passé par toute une chaîne. Ça a démarré par, je peux vous dire comment on l'a obtenu. On a le président d'un chapitre de Grane, de la région. Dans les villes avoisinantes, il y a une ville qui s'appelle Plaine du Nord. Le président de Grane Plaine du Nord, qui est notre représentant local, avait le mandat de trouver le terrain dans le Nord. Alors il a fait le tour des maires. Il est allé voir, et, entre autres, le maire de Milo, et avec 4-5 pages là, qui dit voilà ce qu'on veut faire. Et le maire a vu ça, et il a dit, ça je veux l'avoir dans ma commune. Alors là, il était hésité, parce qu'il en a déjà rencontré 4 ou 5 là, qui étaient assez froids devant la chose. Et là, il était totalement désemparé, il ne savait pas quoi répondre, parce que tout de suite, le maire dit, je veux l'avoir dans ma commune. Et devant son hésitation, le maire dit, je vous donne déjà 10 hectares pour commencer. Alors ça a commencé comme ça. Et finalement, on a eu, les 10 sont devenus 15, les 15 sont devenus 21, et même après que l'État central nous ait donné les 21, eh bien, la mairie nous a donné encore additionnel pour nous amener à 31. Donc, l'appui de l'État, moi, je le considère comme extraordinaire, à date. Maintenant, on a même signé une entente avec l'État haïtien pour qu'il donne une contribution financière. Ils n'ont pas honoré totalement, ils ont donné 1/5 du montant. Mais c'est déjà bien. Donc, nos relations avec l'État sont, pour moi, c'est hors de tout, c'est au-delà de toute espérance. Voilà. Ça nous avait dû passer par la communauté locale tout de même. Ah oui, on a remonté la chaîne. Ça veut dire que la communauté locale nous a dit oui, mais la décision doit être prise au niveau du ministère de l'économie et des finances. Donc, on l'a fait remonter. Oh, merci, professeur Pierre. Mon nom c'est Lovens, je suis d'origine haïtienne, je vis aux États-Unis. Et je vous remercie de votre présentation et ça m'inspire en tant que je vis dans la diaspora haïtienne. Et des fois, je me demande est-ce que je peux contribuer dans l'économie haïtienne pour faire avancer tout ça. Et j'adore l'idée d'une cité pareille. Et ma question, c'est, vous n'avez pas abordé la question de sécurité pour la ville. Est-ce qu'il y a un système de sécurité pour gérer ou pour protéger les résidents du Cité du Savoir? Alors, je pourrais vous montrer, peut-être si j'ai un peu de temps vers la fin, je pourrais vous montrer une vidéo qui incarne la vision. On a un système, quand ce sera terminé, ou peut-être pendant même qu'on fait le projet, il y aura une clôture tout autour. Mais c'est une ville intelligente. Donc ça veut dire que des télécoms, il va y en avoir au maximum là-dedans, avec des caméras de surveillance un peu partout. Maintenant, ça c'est la surveillance, disons, physique. Mais ce n'est pas notre façon d'approcher la sécurité. Notre façon d'approcher la sécurité, c'est de dire qu'on veut avoir l'adhésion des personnes dans la communauté. Et on leur dit, ce qu'on fait là, ce n'est pas pour nous. Je leur dis, moi, je vis à Montréal. Mes enfants, ils ont fréquenté HEC, Polytechnique, McGill. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour mes enfants non plus. On le fait pour vos enfants. Donc ça vous appartient. Donc c'est à vous de le protéger. C'est ça notre approche. Bonjour, je m'appelle Francisco, je viens de l'Argentine. J'aimerais savoir, dans ces projets magnifiques, quelle serait la place de la langue créole? Par exemple, est-ce qu'on pourrait envisager la production de textes scientifiques en langue créole? Oui, bonne question. D'abord, en parlant d'Argentine, et de solidarité de peuple, l'Équateur, quand j'ai été présenter le projet à un panel d'ambassadeurs, l'ambassadeur équatorien était là, dans le panel. Après la présentation, un peu comme aujourd'hui, il lève le doigt, il dit, Monsieur Pierre, nous on est prêts à contribuer, on va vous donner la faculté des sciences. Et ils nous ont invités à aller voir un projet similaire qui s'appelle Yashai. Yashai, en langage indien, ça veut dire connaissance. Ils ont une ville, ils sont en train de construire, une ville de la connaissance. Le projet est probablement 500 fois plus grand que ça. Ouais. D'accord? Ça, c'est en Équateur. Et il le fait
dans une stratégie de réduction de la pauvreté. Parce qu'il est clairement démontré que quelqu'un qui arrive à une formation universitaire ne sera jamais pauvre. Donc c'est une bonne stratégie pour sortir les gens de la pauvreté. D'accord? Maintenant, pour répondre à votre question sur le créole, si vous allez sur notre site, il y a un document. Pour chaque sous-projet, il y a un document de conception. Alors, dans le document de conception du Centre de la petite enfance, c'est clairement indiqué, on a abordé la question de la langue. Dans le CPE, tout se fait en créole. Tout se fait en créole. Parce qu'on veut que les enfants apprennent, se socialisent dans leur langue maternelle. Après, ils vont apprendre le français. Après, ils vont apprendre le français. Moi, ma question que j'avais, avant de vous donner la parole, là, à l'ISTEA, vous êtes spécialisé dans l'éducation à distance. Oui. En République dominicaine, vous avez actuellement autant d'étudiants haïtiens universitaires qu'en Haïti. Oui. Donc, en République dominicaine, ils ont développé des programmes, on pourrait dire, haïtianisés, ou du moins orientés vers les besoins de Haïti. Non, même pas. Les étudiants haïtiens rentrent dans les programmes dominicains, oui, sans égard à ce qui se fait en Haïti, sans égard aux besoins d'Haïti. Bon, là, je vois tout de suite. Et puis, troisièmement, bon, vous avez toute cette cité, là. Alors, j'imagine qu'elle va être branchée avec l'ISTEA, elle va être branchée sur de la formation à distance aussi. Oui. Il va y avoir des étudiants qui vont venir dans votre cité et qui vont recevoir de l'enseignement venant du Canada ou d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Ça, cette dimension-là, on l'a moins vue, mais elle est très intéressante parce que votre projet il est très, très postmoderne. Donc, Oui. on s'en va vers ça. Là. Ah, exactement. Vers des campus virtuels. Et en fait, c'est des campus virtuels. En fait, je pourrais l'appeler, il y a un concept nouveau qui émerge, c'est des campus connectés. Parce que par exemple, j'aurais pu inviter tous les étudiants de l'ISTEA dans les 5 villes à assister à la conférence que je fais aujourd'hui. Oui, voilà. Je suis capable de le faire. Nous avons le dispositif pour le faire. Donc c'est par Internet. Nous avons nos sites qui sont des lieux physiques. Les étudiants peuvent se regrouper là et ils prennent la formation. Il y a des profs de Polytechnique qui enseignent à partir de leur bureau. Merci. Bonjour, professeur. Bonjour. Je m'appelle Raoul et je viens, moi aussi, d'Haïti. Vous avez mentionné tout à l'heure que plus de 30 000 d'étudiants haïtiens vont en République dominicaine, ce qui est à peu près la même taille de la communauté estudiantine en Haïti. Et vous avez aussi dit très clairement que vous êtes conscient que ce projet que vous présentez, relève un tout petit peu de l'idéalisme. Oui. Ce qui veut dire que ça peut toujours faire face à des difficultés énormes. Alors, je me suis demandé, pourquoi est-ce que ce n'était pas plutôt un plan pour converger toute cette énergie vers une démarche qui serait plutôt là pour renforcer les structures que nous avons déjà en Haïti, au lieu d'aller recommencer avec un projet. Nous avons l'UEH qui, certes, si nous avons tous ces étudiants qui sortent d'Haïti, c'est parce que sa capacité d'accueil n'est pas si grande et que les autres universités que nous avons peut-être ne sont pas satisfaisantes en matière de résultats. Donc pourquoi ne pas penser plutôt à renforcer les structures que nous avons déjà plutôt que d'aller recommencer? D'accord. Bon. C'est facile de dire ça. D'accord? C'est une bonne vue de l'esprit. Une bonne vue de l'esprit de dire vous allez renforcer. Moi, si on me demande de renforcer une maison qui existe, la première chose que je vais faire, je vais regarder, est-ce que la maison a la fondation qu'il faut pour le renforcer? Parce que si le coût du renforcement est plus élevé que de construire à neuf, en tant qu'ingénieur, je vais reconstruire à neuf. Je ne sais pas si cette réponse-là vous plaît. Vous me demandez de renforcer une structure. Est-ce que j'ai accès à la structure? Si j'ai accès à la structure, si vous me permettez l'accès, je vais l'examiner. Je vais examiner sa fondation, les poteaux, la toiture. Et si je vois, en tant qu'ingénieur, qu'il y a des failles, je vais faire un coût-bénéfice, une analyse coût-bénéfice. Qu'est-ce qui est mieux? Renforcer quelque chose qui va me coûter 2 fois plus le coût de la construction? Alors ça, c'est mon schéma de pensée. Toujours théorique. Toujours théorique. Pour renforcer quelque chose, il faut d'abord que j'ai accès. Ça veut dire que vous me dites la vérité sur l'état de fonctionnement. Vous me montrez de l'ouverture. Est-ce que vous êtes prêt à ce que je vienne questionner votre gestion? D'accord? Et une fois tout ça accepté, là je vais voir
bon, compte tenu de ce que ça prendrait pour renforcer, est-ce que ce n'est pas mieux de partir à côté avec une nouvelle chose? Alors ça, c'est une première réponse théorique, parce que la question, elle est d'abord théorique. Dans la réalité, ce qui s'est passé, nous, le GRAN, ce qu'on voulait faire, on voulait travailler avec l'Université d'État d'Haïti pour renforcer, comme vous dites. Et c'est pourquoi je vous donne la réponse. J'ai rencontré le recteur d'alors, le vice-recteur à la recherche, qui est devenu maintenant recteur. J'ai rencontré un conseiller, j'ai rencontré le secrétaire général. J'étais accompagné de 3 dirigeants du GRAN aussi, à Port-au-Prince, pour étudier la question. Et finalement, ça a mal tourné. Ça a mal tourné parce que nous dans ce qu'on avait proposé, on voulait notamment aller voir le processus d'assurance qualité des programmes. Et là, c'était un tabou, il ne fallait pas y toucher. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que pour que je renforce, il faut que vous acceptiez que je remette en question votre gestion. Il faut que vous vous ouvrez. Vous allez chez le médecin, vous dites, je ne veux pas me déshabiller, mais le médecin va vous dire, mais si vous ne voulez pas déshabiller, mais retournez chez vous. Retournez chez vous. Alors c'est ça la raison. Alors la raison, c'est que c'est théorique. C'est bien beau de dire qu'on va renforcer, mais encore faut-il que les personnes acceptent. Maintenant, si vous me dites, vous voulez renforcer, mais il faut rester à l'extérieur de la porte, et vous allez attendre que je vais sortir avec le balai pour balayer. Alors, vous allez me prendre le balai et balayer pour moi, je vais vous dire, non, je sais faire mieux que ça, et c'est pas ça qui m'intéresse. Voilà. Oui, bonjour, Isabelle Trudeau, je viens de Chicoutimi. Vous avez commencé votre présentation en parlant du déficit de la gouvernance. J'aimerais savoir, allez-vous enseigner à travers vos programmes certains aspects politiques et même voire juridiques pour renforcer la bonne gouvernance? Merci. Merci, c'est une bonne question. La première chose qu'on essaie de faire, je n'ai pas assez insisté sur ça, c'est comment refonder la citoyenneté. Parce que c'est ça le vrai problème dans le pays. S'il n'y a pas une citoyenneté solide et qui se construit dès le bas âge, à l'école, dans les familles, dans la société, eh bien, ceux qui vont émerger comme dirigeants, eh bien, ça va être à peu près du n'importe quoi. Moi, je suis un scientifique, je m'implique dans la société, je fais du bénévolat depuis ma plus tendre enfance, parce que je sais qu'en tant que citoyen, je dois faire une contribution. Et je ne me fais pas payer pour mes prestations. Et ça, c'est de la citoyenneté. Ça, c'est ce que je fais en Haïti. Je fais aussi au Québec. Je suis trésorier de Insertec au Québec, qui est une entreprise d'économie sociale qui aide à l'insertion des jeunes ils prennent des ordinateurs, ils les recyclent, ils apprennent à les manipuler, et ça, comme ça, ils deviennent des personnes qui ont des talents, et là, on les recycle dans l'industrie. Donc, cette citoyenneté vous donne un sentiment de devoir. C'est le devoir de partager avec les autres ce que vous avez. Parce qu'en fait, nous, on a tout ça parce que la société nous a aidés à les avoir. Bien sûr, on a du talent, mais on a une société aussi qui a investi en nous. Donc, il faut en redonner. Comment donner ce sentiment aux personnes qui sont passées par l'école? À l'ISTEA, on forme des maîtrises et des doctorats. Comment leur dire que, arriver au sommet de la société, il ne faut pas vous comporter comme des ayants droit. Ça veut dire, disant, je suis docteur, je dois tout avoir comme privilège. Et dire, non, vous avez un devoir envers les autres qui n'ont pas eu cette opportunité-là. La bonne gouvernance commence là. La bonne gouvernance, c'est quoi? C'est le fait de dire que, indépendamment de votre capacité de gestion, là, de dire, je suis un bon père de famille. Donc, je n'ai pas été au HEC, mais je sais ce qui est bon pour mon enfant. Et je vais faire tout pour que mes enfants aient ce que je pense être bon. C'est ça la bonne gouvernance. Ça commence par ça. Ce sentiment de citoyenneté qui dit que je suis au service des autres et je vais donner le meilleur de moi-même pour les autres. Et c'est ça qu'on essaie d'inculquer à nos étudiants à l'ISTEA, avec toutes les formations en sciences humaines, en gestion. Mais d'abord, c'est le sens de la citoyenneté.
Bonjour, je suis Célène du Guatemala. J'ai vraiment aimé votre présentation, étant donné que le Guatemala a aussi des conditions assez similaires comme en Haïti. Alors, ce sont 3 questions que je voulais vous poser. Tout d'abord, est-ce que pour les enfants qui sont dans un handicap de financement ou de problème, est-ce qu'il va y avoir un type de programme de bourse pour qu'ils puissent avoir accès à ce programme? Ensuite, vous avez mentionné le secteur privé. Mis à part de l'offre de travail-emploi, est-ce qu'il va y avoir un autre type de collaboration de ce part? Et puis, au niveau international, est-ce qu'il y a des organismes engagés dans votre projet? Merci. Oui, merci. Alors, première question, les bourses. Dans le centre de la petite enfance, ça nous prend, en vitesse de croisière, le centre de la petite enfance accueillera 100 enfants. Ça va nous coûter 60 000 $ américains par année pour le fonctionnement. On est en milieu pauvre. Ils vont être plus pauvres. Selon notre utopie, là, dans 15-20 ans, ils seront plus pauvres. C'est pour ça qu'on travaille. Mais pour l'instant, ils sont pauvres. Ils ne sont pas capables de financer 60 000 $ américains. Nous avons créé un fonds qui s'appelle Fonds de parrainage du centre de la petite enfance. Alors, mon épouse qui est dans la salle en est la trésorière. Alors, elle contribue. Chaque enfant, on dit, si on trouve 100 parrains, qui donnent 600 $ chacun, ça fait 60 000 $. Elle parraine 2, ensuite elle est plus riche que moi, donc moi je parraine 1. Et comme ça, on va réunir les 60 000 pour gérer les enfants. Voilà pour le centre de la petite enfance. Maintenant, pour l'ISTEA, et vous avez parlé de collaboration avec les instances, eh bien nous avons notre financement initial. L'ISTEA a pu voir le jour parce que notre document a été envoyé au CRDI par un contact que j'ai à Polytechnique qui m'a dit « Samuel, ce serait bien que tu envoies ton projet, on est en 2013, de l'envoyer au CRDI. J'ai un contact, je l'envoie. » Alors le contact a vu le dossier et le contact a dit « C'est un projet extraordinaire, mais ça rentre dans aucun de nos programmes. » Alors, on va en faire un projet spécial. Et c'est ainsi que, jusqu'à aujourd'hui, on est à un financement qui vient du CRDI, du Centre de recherche pour le développement international du Canada. Donc, et dans ce programme-là, justement, il y a une vingtaine de bourses pour les étudiants. Ensuite, nous avons l'Organisation des États américains, qui nous avait également donné une quinzaine de bourses. Ensuite, on a une fondation privée canadienne qui nous donne 6 demi-bourses pour les femmes qui étudient en technologie. Donc, on a signé un contrat avec eux pour 5 ans où ils donnent 6 demi-bourses pour les femmes qui étudient en technologie. Donc, une bonne partie de mon énergie, comme d'ailleurs, je suis le président de l'ISTEA, comme d'ailleurs tous les recteurs d'université, une bonne partie de mon énergie est investie à trouver de l'argent. Bonjour, Nadja Carrier-Jasson, étudiante ici à l'UQAC. Je vous remercie pour votre présentation, c'est révolutionnaire comme idée. J'avais une interrogation, vous avez abordé la richesse des arts et de la culture haïtienne. Oui. Et puis je me demandais quelle était la place pour les sciences sociales, les arts, la culture et aussi pour l'enseignement des langues dans l'offre de cours actuellement, dans votre offre de cours actuelle. Dans les langues, d'abord il y a le français. Le français, en français, nous avons constaté que certains étudiants ont les carences en français. Nous avons embauché 2 personnes qui les accompagnent dans un aquarium, ne donnent pas de cours formels, mais accompagnent les étudiants selon les besoins des étudiants. Il y a 2 personnes, on est la seule université à peu près au monde qui fait ça. Au Québec, à Polytechnique, tu ne sais pas écrire, tu te débrouilles avec ton directeur, ensuite, ce n'est pas l'institution qui se penche là-dessus. Nous avons embauché 2 personnes qui font du coaching auprès des étudiants qui ont des difficultés dans la langue française. En tant que scientifique, je sais que c'est très difficile de faire une bonne carrière scientifique si on ne connaît pas au moins l'anglais écrit. Alors, nous avons le projet d'ajouter des cours d'anglais, au moins pour savoir écrire des articles scientifiques en anglais. Donc ça fait partie aussi
de nos projets. Ça, c'est pour les langues. Maintenant, pour les arts et la culture, il n'y aura pas de cours. Mais je voudrais que le Centre des arts et de la culture soit un lieu de création pour les Haïtiens qui ont... Et Dieu seul sait, les Haïtiens ont énormément de talents artistiques et culturels. Mais malheureusement, ils ne sont pas encadrés. Si on prend un pays comme Cuba, c'est à peu près la même chose. Sauf que la révolution cubaine a efficacement encadré les Cubains, de sorte que les Cubains excellent en sport, ils excellent en art, ils ont des talents, etc. Nous, nos jeunes talentueux sont laissés à eux-mêmes. Et ça fait partie de la faiblesse de l'État dont je parle. Comment? Parce que c'est ça le rôle de l'État. Le rôle de l'État, c'est de promouvoir les talents du pays. Donc plus vous investissez dans les talents du pays, mieux le pays va se porter parce que la société fonctionne à partir des talents de ses citoyens. Il y a beaucoup de questions. Est-ce que vous acceptez qu'on en prenne 2 à la fois? Oui. Oui. Donc, Kelly, on commence avec toi. On va te passer le micro. Merci. Moi, c'est Kelly. Je viens des États-Unis et j'ai une question. Comment est-ce que vous allez sélectionner les étudiants qui vont assister à votre centre? Okay. Oui, je vous remercie déjà pour votre intervention qui était très claire. Je voulais savoir, en matière pour la ville de Diallo, c'est ça? Vous avez évoqué le Barry Centre en planification. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, s'il vous plaît? Oui. Alors, la sélection, au niveau de l'ISTEA, c'est un concours. Parce qu'on veut prendre les meilleurs. On fait un concours, actuellement on est dans le processus. On fait passer, vous soumettez votre dossier, on examine le dossier et on donne une note pour le dossier qui tient compte de l'historique. Vous dites que vous voulez faire un doctorat, vous avez fait licence et maîtrise, master, eh bien on prend les notes, on regarde ce que valent les notes, on regarde aussi l'institution qui les a fournies, et on pondère tout ça, et on vous donne une note dossier. Après maintenant, si la note dossier est bonne, on vous invite maintenant à un concours d'admission. Et dans le concours, c'est même pas un test de contenu. Le test de contenu, si vous avez fait une maîtrise en économie, vous voulez faire un doctorat en économie, je ne vais pas vous faire passer un test en économie, vous avez suivi des cours, je peux voir les notes. Mais on va vous faire un test pour voir c'est quoi votre sens de la citoyenneté, c'est quoi votre sens de l'éthique, est-ce que vous savez rédiger, est-ce que vous avez une pensée ordonnée. On va vous mettre devant une situation où il faut rapidement écrire un texte qui analyse, est-ce que vous êtes capable d'analyser. Donc c'est ça qu'on fait comme test d'admission. Et sur cette base-là, on accepte ou non. Voilà. Mais dans l'autre question, concernant le barycentre, le barycentre, en fait, c'est un point. Prenons un cercle. Prenons un cercle. C'est la belle façon d'illustrer le barycentre. Vous prenez un cercle avec son centre. Alors le centre, ce serait Génie-Paillé-Milo, l'endroit où va avoir la cité du savoir. Et vous avez un paquet de villes qui se trouvent sur la circonférence du cercle. D'accord? Donc, la cité du savoir qui serait à Génie-Paillé-Milo, ce serait le barycentre de toutes les villes qui sont autour, parce que ces villes-là sont situées sur une circonférence. Alors c'est ça l'idée du barycentre. Autrement dit, les villes qui sont autour sont à égale distance par rapport au centre. Donc ça facilite le déplacement des gens. Prenons des étudiants qui veulent venir à la cité du savoir. Eh bien, ils viendront de différentes localités, mais ils vont parcourir à peu près la même distance pour venir là. Je vous donne un contre-exemple de ça. Si ce n'était pas un barycentre, eh bien, on serait sur une ligne. Alors, quand vous êtes sur une ligne, prenons comme exemple de ligne, vous placez votre université à Trois-Rivières. Eh bien, quelqu'un qui est à Montréal va parcourir 1h30, quelqu'un qui est à Québec va parcourir 1h15, quelqu'un qui est à Chicoutimi va parcourir 3h15, 4h15, ensuite quelqu'un qui est à Ottawa va prendre... Donc, ça veut dire que la distance va varier parce que vous êtes sur une ligne. Donc, le centre qui serait à Trois-Rivières ne favoriserait pas tout le monde de la même manière. Alors qu'avec le barycentre, eh bien, il n'y a pas de personnes plus favorisées que d'autres parce que la distance, elle est la même par rapport au point de service qui est l'ISTEA.
questions. Écoutez, il y a beaucoup d'intérêt. Ouais, je voulais laisser les autres parler, mais je m'appelle, bonjour, moi je m'appelle Lounès et je suis haïtien, mais j'étudie à Québec. Et je reviens justement sur une réponse que vous avez donnée tout à l'heure par rapport aux recherches de fonds que vous faites. Est-ce que vous avez un plan, vous avez prévu qu'à un certain moment, que l'institution, ça devient autonome financièrement? Genre vous financez et vous-même ou autres moyens de financement qui ne sont pas que des parrainages ou des dons. Et puis une autre petite question d'ordre technique, et vu que vous êtes dans 4 départements et du Grand Nord, l'Artibonite, techniquement, on est dans le Grand Nord, parce que moi, je suis originaire de l'Artibonite, parce que quand Christophe a fait tout ça, on est dans le Grand Nord aussi. Donc, est-ce que les étudiants qui viennent des autres départements, 6 autres départements, est-ce qu'ils peuvent s'inscrire, même si le projet, en ce moment, ça se regroupe sur les 4 autres départements dans le Grand Nord? D'accord. Très rapidement, par rapport à la première question, oui, on vise l'autonomie. Mais pour vous donner la réalité de la chose, à part quelques universités américaines, comme Stanford, qui est dotée d'un fonds de fondation de 20 milliards de dollars, donc avec ça qui ramène de l'argent, toutes les universités font des opérations de financement. Ce ne sont pas des structures qui peuvent être financées, qui peuvent vivre de partout, si vous voulez avoir la qualité. Maintenant, cela dit, oui, puisqu'on est un pôle d'innovation, si j'avais plus de temps, bien plutôt que d'investir dans la gestion de l'ISTEA, je développerais un logiciel qui deviendrait un Google et qui me donnerait la vie. D'accord? Monsieur Pierre, le temps qui nous était alloué est terminé. Je vous remercie beaucoup, monsieur le professeur. C'était très clair dans votre présentation que vous aviez des qualités pédagogiques remarquables. Et monsieur le président, très impliqué dans son milieu, notamment pour votre pays d'origine. Alors, je vous remercie beaucoup de votre présence ici parmi nous ce matin. Et soyez assurés que nos étudiants vont profiter de votre conférence. Donc, merci beaucoup, M. Proulx, pour votre conclusion et je remercie aussi l'assistance qui a posé des questions très intelligentes, qui m'ont stimulé. Merci. Alors, on aimerait vous remercier, M. Pierre, d'être venu nous rencontrer ce matin à Chicoutimi. Donc, Mme Annie Desnoyers, qui est avec nous du conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques. Merci beaucoup. Oui. La culture, la cuisine. Donc, c'est d'accord. vraiment des recettes de chez nous. C'est bien. Ça. Merci beaucoup. Et puis des petits produits pour merci beaucoup. réaliser quelques recettes. D'accord, merci. Merci. J'aimerais vous rappeler qu'on a un rendez-vous à 1h30 pour la suite du cours, le bloc 4, dans la salle de classe à côté. D'accord? Alors, bon lunch tout le monde. Monsieur Pierre, vous restez avec nous pour le lunch. Vous êtes invité aussi, madame, évidemment.